Le président du Faso face aux acteurs du monde rural, ce moment clé de la 19e journée nationale du paysan s'est achevé il y a quelques instants avec un appel retentissant à la jeunesse burkinabé à s'investir dans l'agriculture pour être entrepreneur et pourvoyeur d'emplois. L'État s'engage à accompagner le monde rural. Nous retrouverons sur place nos équipes à Tinkodogo pour le point des échanges. Diko Fils Sacré Koundé d'Or 2016, l'artiste musicien rafle 2 autres récompenses, celle du meilleur featuring burkinabé et de la meilleure chanson traditionnelle d'inspiration, chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Hommage a été rendu à Papa Wemba à cette 16e cérémonie des Koundé. Et puis 105 tonnes d'ivoire seront incinérées au Kenya, soit la plus importante crémation jamais réalisée dans ce pays. C'est le président Uhuru Kenyatta qui allumera la torche qui enflammera la première des 11 pyramides d'ivoire dressées dans le parc national de Nairobi. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Le président du Faso donc à l'écoute des préoccupations du monde rural. Le dialogue direct entre le chef de l'État et les producteurs vient de s'achever à Tinkodogo. Nous retrouvons sur place Jean-Emmanuel Ouedraogo sur ce moment phare de la 19e JNP. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marguerite Douagneau. Bonjour mesdames et messieurs. Alors comme vous l'avez dit, le face-à-face entre le président du Faso et les producteurs du Burkina Faso vient tout juste de s'achever ici à Tinkodogo. Près de 5 heures d'échange autour des préoccupations du monde agricole. Vous l'avez suivi en direct. Une pluie de questions d'une part, 36 au total. De l'autre côté, donc les réponses du gouvernement pour aboutir à des engagements pris de part et d'autre. Le président du Faso a parlé d'une rencontre de vérité et de propositions. Et des propositions, il y en a eu à l'appel. Et pour une réaction à chaud, nous allons recevoir donc le secrétaire général adjoint de la Confédération paysanne du Faso, M. Marc Gansonré. Bonjour, M. Gansonré. Bonjour. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer à chaud de ce premier face-à-face entre vous, producteurs, et le président Roch-Marc Christian Kaboré? Déjà, nous disons merci à la RTB de nous donner encore l'opportunité, n'est-ce pas, de donner notre sentiment par rapport effectivement à l'organisation de la Journée nationale du paysan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'un sentiment de satisfaction que nous avions en tout cas constaté, parce qu'il y a quand même une reconnaissance, n'est-ce pas, du métier de l'agriculteur au Burkina Faso par le président, et une satisfaction de respect à l'endroit effectivement de ces femmes et hommes qui travaillent en longueur de journée à apporter leur contribution pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Alors, nous sommes aussi satisfaits parce que ce que nous avons constaté et entendu aujourd'hui de la bouche, n'est-ce pas, de notre président du Faso, c'est qu'il reconnaît et il met en œuvre son projet de société qu'il a inscrit à mettre en œuvre au cours de ces 5 années de présidence. Et nous constatons que ce n'est pas des 20 mots, c'est une réalité. La preuve, aujourd'hui, nous sortons d'une situation financière très difficile et une paix très difficile dans ce pays. Et il a tenu effectivement à honorer son engagement vis-à-vis du monde rural. Et c'est une satisfaction pour nous, agriculteurs. Alors, M. Gansonré, au cours de ce face-à-face, il a été surtout question de faire de l'agriculture une source d'emploi pour les jeunes. Vous, au niveau de la Confédération paysanne du Faso, selon vous, quelles sont les mesures prioritaires à prendre pour véritablement faire de l'agriculture burkinabé une source d'emploi pour les jeunes? Mais déjà qu'il y a quand même une loi qui nous donne une reconnaissance légale en tant que corps de métier. Aujourd'hui, nous avions exprimé un certain nombre de besoins pour répondre à la sollicitation des populations. Il y a 3 choses essentielles. La première, c'est la sécurisation foncière de nos exploitations. La deuxième, c'est apporter un financement adapté à l'agriculture familiale au Burkina qui contribue à hauteur de 99%, n'est-ce pas, de la mobilisation des produits vivriers pour
la souveraineté alimentaire. Et la troisième, on ne peut pas apporter des financements, on ne peut pas apporter une sécurisation sans donner de la connaissance à ces braves paysans afin qu'ils puissent répondre positivement aux attentes. Et les jeunes aujourd'hui qui semblent aujourd'hui en tout cas avoir une mauvaise image de l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas lieu également d'agir à ce niveau déjà pour que les jeunes burkinabés de Ouagadougou ne se disent pas que repartir par exemple à la terre, c'est peut-être, comment dirais-je, avilissant? Bien entendu que l'agriculture aujourd'hui peut faire vivre son homme. Tout dépend de comment on accompagne cette agriculture. Une chose est d'avoir la volonté et l'envie effectivement de travailler pour vivre de son métier. Une autre, c'est d'avoir un certain nombre de capacités à faire face effectivement aux différentes préoccupations que rencontre le monde agricole. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas à regretter. À partir du moment où, dans les différents sous-secteurs de l'agriculture, il y a effectivement des activités qui peuvent nous amener à travailler et à vraiment vivre de ce que nous faisons. Voilà donc pour cette réaction à chaud. Mais il est question pour la prochaine édition d'une nouvelle formule de la Journée nationale du paysan. Au niveau des organisations paysannes, est-ce qu'on a déjà une idée du format que devrait prendre la JNP pour être encore plus efficace? Même celle-là, le format a changé. Nous avions proposé un autre type de format que ce que nous voyons habituellement. Vous avez constaté que nous n'avons pas effectivement fait des ateliers sectoriels au cours de cette journée nationale de la 19e. Nous avons privilégié un échange direct avec les producteurs au niveau des régions afin de dégager un certain nombre de préoccupations et pouvoir effectivement prendre des engagements et décliner en plan d'action pour la mise en œuvre de ce que nous avons à faire au cours effectivement des années à venir. Donc nous pensons que le format que nous voulons proposer, c'est de vraiment réfléchir et voir comment on peut ressortir avec des résultats positifs à chaque organisation d'une journée nationale du paysan pour que ça ne soit pas rien que des discours, mais du concret pour inciter les jeunes à aller encore vers l'agriculture. Merci, M. Gansonré, d'être passé répondre à nos questions. C'est à nous de vous remercier. Voilà, je rappelle donc que je recevais M. Marc Gansonré, secrétaire général adjoint de la Confédération paysanne du Faso. On va donc vous donner rendez-vous pour 2017, cette fois à Kaya, dans le centre-nord. Nous allons revenir plus largement donc sur cette rencontre entre le président du Faso et les représentants des producteurs ici à Tenkodogo au cours de nos prochaines éditions. Mais sachez également que hier dans l'après-midi, le président du Faso a effectué une sortie sur quelques sites de production agricole de la région, notamment à Bagré, un site de forte production de riz notamment. Roch-Marc Christian Kaboré est allé encourager tous les acteurs. Compte rendu, Adama Guiti et Mahamadouba. C'est une visite au pas de course pour le président du Faso. Première escale, le barrage hydroélectrique et agricole de Bagré. Puis, le cap est mis sur une ferme semencière. Sur ce site de plus de 10 hectares, un groupement de 33 membres produit la variété de riz FKR 64 avec un rendement de 5 tonnes à l'hectare. Un autre site de Bagré-Pôle qui a retenu l'attention de la délégation, c'est l'unité diocésaine de décortiquage du riz qui produit 6 tonnes par heure. Enfin, le président du Faso a visité à Tenkodogo une ferme laitière, avicole et agricole. Un espace de 10 hectares géré par un fonctionnaire à la retraite. Des initiatives encouragées par le président du Faso. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut s'engager parce que le domaine de l'agriculture et de l'élevage regorge de potentiel. Et comme je dis, nous devons travailler à ce que les jeunes soient leurs propres entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous voyons ici 4500 poules pondeuses, des possibilités de faire de la culture de maïs. Il a créé également une usine pour fabriquer des aliments de bétail. Et je trouve que ce sont des exemples que nous devons montrer tous les jours pour montrer qu'il y a des solutions à condition qu'on ait la volonté et que l'État mette aussi les moyens en place pour pouvoir soutenir les jeunes à démarrer ce type de projet. C'est avec beaucoup de joie que les producteurs ont accueilli cette visite. C'est un grand honneur pour nous, pour la ferme, pour tout le monde, et la région de Tenkodogo et la région du centre-est. Vraiment, c'est un grand honneur. C'est un grand merci. Et je souhaite que d'ici la fin de son premier mandat, il viendra constater que les statistiques ont évolué quantitativement.
Au cours de cette visite, les producteurs ont soulevé quelques préoccupations. Il s'agit entre autres de l'accès aux intrants agricoles, de l'insuffisance des équipements et des difficultés d'écoulement des produits. Voilà, cette 19e édition de la Journée nationale du paysan est également l'occasion de valoriser les savoir-faire locaux, notamment en matière culinaire. Hier dans la soirée, une séance de dégustation a été organisée. Les mets locaux étaient à l'honneur. Aimé Rwamba, Ismaël Diloma Sirima. Un dîner pour valoriser les mets locaux. Les premiers responsables des différents ministères invités à consommer local et à insuffler la dynamique à la base. Une dizaine de menus, produits 100% au Burkina Faso, est soumis à la dégustation des invités. Occasion de présenter quelques valeurs nutritives des produits burkinabés. Les mets faits à base des produits nationaux sont sains. Alors, il est démontré que c'est des produits qui ne sont pas nocifs et qui sont très riches et qui contiennent en fait beaucoup de nutriments. À la suite de cette séance de dégustation, la Direction générale de la promotion de l'économie rurale prévoit d'autres actions de promotion des produits locaux. Il y a des actions qui sont faites déjà à la base. Nous avons parlé déjà de notre centre de valorisation des produits, des mets à base de produits locaux qui est en face de l'ABEMAC. Alors, très prochainement, ça sera inauguré. Si les ressources de l'État le permettent, que l'État décide que lorsqu'il y a une tendance à l'excédent au niveau des marchés, que l'État décide d'acheter l'excédent et de les utiliser dans l'alimentation au niveau de ce qu'on appelle les ménages institutionnels ou bien les ménages collectifs, les casernes, les maisons d'arrêt, les cantines scolaires. Pour faire de ces actions une réussite, la Direction générale de la promotion de l'économie rurale invite tous les Burkinabés à être des défenseurs des richesses culinaires locales. Voilà pour le point de l'actualité de la 19e journée nationale du paysan qui vient de s'achever ici à Tinkodogo. Marguerite Douagneau, je vous rends l'antenne pour la suite du journal. Merci Jean-Emmanuel pour le point de cette 19e JNP et de Tinkodogo. Nous allons mettre le cap sur Bobo Dioulasso pour parler cette fois saisie de produits impropres à la consommation. Il s'agit de canettes et d'autres produits entrés frauduleusement sur le marché et plus de 400 canettes ont été ainsi mises hors circuit grâce au contrôleur de la Direction générale en charge du commerce des hauts bassins. Nous suivons cette saisie avec Martin Zerbo et Amadou Lougué. Encore des produits impropres à la consommation saisis sur le marché des ventes. 450 plaquettes de canettes périmées tombées dans les filets de la Direction régionale du commerce des hauts bassins. La saisie qui se trouve donc derrière moi a été faite hier, et c'est dans le cadre en fait, du contrôle régulier du service de contrôle. Alors, ce produit a été saisi en ville, aux environs du stade Sangoulé-La Misana, je crois, dans un magasin d'un opérateur économique de la place. Les services de la direction de commerce ont également mis la main sur d'autres produits frauduleux stockés ici dans des magasins. Généralement, lorsque nos services procèdent à la saisie d'un certain nombre de produits, il est demandé à ce que l'opérateur mis en cause vienne donc pour qu'il puisse échanger, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Parce qu'une chose est de saisir le produit parce qu'il est peut-être périmé, mais l'autre chose c'est de savoir est-ce que même l'opérateur en question importe ces produits en respectant les règles en vigueur. Donc vous voyez, derrière un problème peut se retrouver d'autres types de problèmes. Selon les responsables de la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat des hauts bassins, tous ces produits saisis vont être détruits les jours à venir.
Parlons TIC dans ce journal. Le secteur du numérique, qui est un domaine pourvoyeur d'emplois au monde, reste encore un marché à conquérir en Afrique. Selon les spécialistes des TIC au Burkina Faso, de futurs leaders dans la gestion de la gouvernance de l'Internet se préparent à monnayer leurs compétences dans le domaine de l'industrie numérique, une alternative à l'employabilité des jeunes. Des précisions avec Yolande Lompo. Bientôt, le Burkina Faso disposera de futurs leaders dans la gouvernance de l'Internet et de l'entrepreneuriat des noms de domaine. L'ambition de ces jeunes sera d'identifier un écosystème qui favorise l'industrialisation numérique. Un business dont les systèmes d'identifiant unique d'Internet seront coordonnés par la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet ICANN. Nous n'avons pas de sociétés locales, des sociétés africaines qui s'occupent de la gestion de ces noms de domaine et qui vont permettre que les $15 ou 15 € que vous payez en ligne pour enregistrer le nom de votre société en .com ou sous d'autres suffixes restent dans le pays. Ainsi, la création d'une masse critique d'experts avertis des questions de gouvernance de l'Internet pourrait constituer une porte de sortie vers l'employabilité des jeunes. Et la plupart des grands pays du monde, le numérique est un facteur de croissance de l'économie. Et elle est mesurable parce qu'elle existe et elle emploie beaucoup de monde. Et pour renforcer les performances dans tous les secteurs de développement, le gouvernement prévoit la création d'une structure publique de gestion du patrimoine de télécommunications, le renforcement du numérique dans l'administration publique et le développement de l'offre pour un accès à haut débit sur l'ensemble du territoire. Le Salon international de l'étudiant ne manquera pas de propositions dans le domaine des TIC. La 6e édition du Salon réunit un bon nombre d'universités, d'écoles et instituts supérieurs pour se faire connaître. Une initiative des étudiants fortement encouragée par les autorités de l'enseignement supérieur. Souleymane Sanou, Claudine Bikaba. C'est par cette coupure du ruban que le top de départ de la visite des stands au Salon de l'étudiant 6e édition a été donné. Puis le ministre en charge des enseignements supérieurs, aux côtés des organisateurs et des élèves, ont fait le tour des expositions au Salon. Le Salon international de l'étudiant est l'occasion pour les élèves en fin d'études secondaires de voir quelles sont les possibilités d'études qui s'offrent à eux, et de pouvoir les confronter par rapport à leur coût, leur durée, etc., les chances d'avoir un emploi à la fin de ces études-là, et donc de faire un choix raisonné. Ce salon est une aubaine pour les fondateurs de nouvelles écoles et des instituts de se faire découvrir. Il y a des fondateurs, ça peut être le public, des universités publiques, mais c'est surtout les universités privées, les établissements privés, où les fondateurs ont investi en pensant rendre service au pays, mais s'ils n'ont pas l'occasion de présenter ce qu'ils font dans les écoles et instituts qu'ils ont fondés, ils risquent de ne pas avoir d'étudiants. Et l'établissement qui n'a pas d'étudiants, surtout dans le privé, va mourir très rapidement. Mais avant cela, le ministre Filiga Michel Sawadogo a fait un discours au cours duquel il a salué l'initiative en faveur des élèves qui ont défilé à l'occasion pour la promotion de leurs écoles. Parlons maintenant des relations entre partenaires de travail dans le contexte actuel du Burkina Faso. Le sujet fait l'objet d'un débat depuis hier dans le cadre du week-end du travailleur. Il s'agit de parvenir à instaurer un dialogue permanent entre employeurs et travailleurs, seule voie pour la résolution d'éventuels problèmes. Daouda Ouattara et Nyarkiteda nous donnent des précisions. Le week-end du travailleur est un rendez-vous tripartite entre patronat, travailleurs et gouvernement à travers le ministère en charge de la fonction publique. Au centre des débats, trouver les relations appropriées entre ces partenaires dans le contexte actuel du Burkina Faso. Actuellement, comme vous le constatez, partout il y a des revendications, des grèves et pas mal de choses qui se passent dans le monde du travail.
Donc vraiment, comme nous l'avons dit, c'est créer vraiment ce cadre-là pour vraiment que chacun s'asseye. Certainement, à travers le dialogue, on sortira de crise. Le dialogue était effectivement sur toutes les lèvres à la cérémonie d'ouverture, car gouvernement et syndicats s'accordent à dire que le dialogue bien mené rapporte toujours. Nous continuons à croire effectivement qu'il faut consolider le dialogue social, un dialogue social productif autour de certains thèmes qui vont nous permettre effectivement de pouvoir faire avancer le dialogue social et de surtout faire avancer la cause des travailleurs. C'est que c'est l'occasion pour les travailleurs de réfléchir sur l'avenir du travail, sur les conditions à réunir pour que les travailleurs s'épanouissent davantage, mais aussi sur le partenariat, le dialogue social, gage de paix sociale dans notre pays. Des panels sur le thème de la journée et sur les questions de jeunesse seront animés jusqu'au 5 mai prochain. Le week-end du travailleur intègre aussi une foire d'exposition à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Et s'il y a un jour où les travailleurs sont à l'honneur, c'est bien le 1er mai, fête du travail, journée dédiée donc à la réflexion en général par le mouvement syndical pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous recevons M. Moussa Diallo, président du comité d'organisation du 1er mai et de l'unité Action syndicale. Bonjour M. Diallo. Bonjour. Et merci donc d'être venu sur notre plateau pour nous parler du 1er mai. Comment est-ce que vous envisagez commémorer cette journée du 1er mai 2016? Sous quel signe donc vous avez décidé de commémorer cette journée du 1er mai demain? Merci de me donner la parole. Je dois dire que nous avons déjà donné le temps en disant que ce 1er mai est un 1er mai préparé de façon offensive parce que, comme vous le savez, depuis un certain temps, le mouvement syndical et le gouvernement sont en discussion sur les engagements pris en septembre dernier, septembre 2015. Et ces engagements n'ont pas connu de satisfaction en termes de mise en œuvre. Donc, le 1er mai est l'opportunité de réaffirmer au gouvernement que nous tenons à ce que ces engagements-là soient tenus. Et de façon ramassée, le contenu de ce 1er mai, c'est le matin à 7h30. Nous invitons les travailleurs à venir massivement à la bourse du travail rénovée en face des sapeurs-pompiers. Et on va les mettre en ordre pour faire une marche. Et après la marche, nous allons tenir un meeting. Au cours de ces meetings-là, nous allons leur livrer le message du 1er mai. Mais avant ça, il faut dire que nous devrions remettre notre cahier de doléances du 1er mai aux autorités, à la CNSS. Et puisque vous venez de dire que les doléances de mai 2015 n'ont pas été donc... le gouvernement n'a pas encore répondu à ces doléances-là. Est-ce qu'il y aura de nouvelles doléances ou bien ce sont les mêmes doléances que vous allez déposer encore? Non, il y a deux choses. L'année passée, nous avons expressément décidé de ne pas remettre des cahiers de doléances parce que nous reconduisions les mêmes cahiers de doléances et nous avons dit qu'il faut qu'on réponde aux préoccupations qui sont chaque fois rappelées avant qu'on dépose un nouveau cahier de doléances. Justement, en septembre 2015, le gouvernement de la transition a pris des engagements sur un certain nombre de points du cahier de doléances. Donc, ce sont ces engagements-là qui devraient être mis en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec le gouvernement pour que ces engagements soient opérationnalisés. Mais cette année, nous avons prévu un cahier de doléances qui comporte 5 axes majeurs. Le premier axe est relatif au pouvoir d'achat et aux conditions de vie et de travail, qui comporte 22 préoccupations. On ne va pas les citer. Non, je ne les cite pas, c'est juste pour donner les axes. Et le deuxième grand axe est relatif à l'éducation et à la santé. Les problèmes qui sont relatifs à ce volet-là aussi sont 11. Et nous avons aussi des questions de liberté démocratique et syndicale. Il y a 8 préoccupations qui sont notées là-bas. Et enfin, il y a la question de l'impunité et de l'assainissement de la gestion de la chose publique. À ce niveau, nous avons aussi des préoccupations qui ont été relevées.
Et nous terminons par des revendications en faveur des acteurs du secteur de l'économie informelle et des paysans. D'accord. Est-ce qu'il y a une innovation réelle pour la journée du 1er mai 2016? Oui. L'innovation majeure, c'est que cette année, nous nous réjouissons d'abord que le gouvernement ait pu rénover, c'est même reconstruit, parce que c'est un nouveau bâtiment carrément qui est là. Donc nous avons prévu dans ce cadre-là d'organiser un Dassandaga. Ce sont les femmes militantes de l'unité d'action syndicale qui sont chargées de préparer cette festivité pour nous. D'accord. En tout cas, merci M. Diallo d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de la journée du 1er mai, fête du travail et du programme donc de cette journée. Merci à vous. Vous allez rester avec nous pour la suite de ce journal. Nous allons toujours parler dialogue et avec un autre cadre, celui des organisations ecclésiastiques et non ecclésiastiques qui, elles, se concertent sur leurs implications aux prochaines élections municipales. Il s'agit là de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la décentralisation au Burkina Faso. Nous suivons Jean Zongo et Lazare Pouya. C'est une rencontre d'importance capitale dont l'intérêt repose sur la question de la décentralisation au Burkina. Engagé dans la communalisation intégrale avec les élections municipales du 23 avril 2006, le Burkina Faso a montré sa volonté politique de regrouper les entités locales autour des communes. Les prochaines élections municipales du 22 mai, post-insurrectionnelles, constitueront un nouveau départ dans le processus de décentralisation et devront tenir compte des insuffisances. Et la présente rencontre vise à partager les expériences et les bonnes pratiques dans le domaine. Il est important que nous puissions nous impliquer fortement donc, dans la mise en œuvre de toute la politique par nos critiques qu'on peut apporter au niveau de la communauté, mais aussi par nos activités de développement que l'on organise et qui doivent être en cohérence avec les différents plans communaux de développement. Il s'agira également pour les participants de ces 11 organisations ecclésiastiques et non ecclésiastiques de réfléchir sur les enjeux et les implications de leur structure dans le cadre des prochaines élections municipales. L'objectif étant de répondre à 2 préoccupations. Il y a souvent un flou et une méfiance en ce qui concerne les relations entre les acteurs publics et les acteurs non étatiques. Et nous espérons que cette rencontre va contribuer à dissiper ce flou et cette méfiance. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'on ait une culture de la consultation, de la concertation et de la coopération entre les acteurs publics et les acteurs non étatiques. Au sortir de cette rencontre d'une journée, les participants auront entre autres appréhendé tous les enjeux liés aux prochaines élections municipales. Et ce ouf de soulagement pour l'École nationale de santé publique qui vient de recevoir des équipements biomédicaux et pédagogiques offerts par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Des équipements composés de bassins osseux, mannequins, simulateurs d'accouchement, entre autres, et placenta d'un coût estimé à plus de 300 millions de francs CFA. C'est du matériel donc qui devrait faciliter les travaux en laboratoire. Issa Kafando, Oumou Sissé. Des équipements pour faciliter la formation des élèves de l'École nationale de santé publique ENSP. Répartis en 37 types de matériel didactique et de soins, ils comprennent entre autres des mannequins, des boîtes d'accouchement et de chirurgie, des bassins osseux, des simulateurs d'accouchement et de placenta complets avec membrane. C'est du matériel qui va nous soulager, qui va nous permettre quand même de donner les compétences nécessaires à nos élèves en laboratoire. Comme je l'ai dit, nos principales activités, c'est les cours théoriques, les stages, mais ce sont surtout les travaux en laboratoire et ce sont ces équipements qui vont nous permettre d'inculquer ces connaissances-là, ces compétences à nos élèves. Les équipements d'une valeur de plus de 337 millions de francs CFA ont été acquis par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB au profit de l'ENSP. Comme tous les équipements dont nous faisons l'acquisition pour les structures, eh bien, nous nous attachons à ce qu'ils répondent aux normes internationales. Et la démarche d'implication que nous avons utilisée vraiment nous donne une entière satisfaction parce que nous avons là la satisfaction des utilisateurs, des bénéficiaires. Mais il ne suffit pas de livrer. Nous nous mettons en position pour assurer la maintenance aussi de ces équipements.
Les équipements seront répartis entre les 6 directions régionales que sont Bobo Dioulasso, Fadangourma, Koudougou, Tenkodogo, Waïguya, Ouagadougou et la direction de formation supérieure en sciences de la santé. La 16e nuit des trophées de la musique burkinabé a rendu hommage à l'artiste Papa Wemba décédé dimanche dernier à Abidjan, et c'est l'artiste musicien Kofi Olomide qui a donné le ton pour cet hommage. Une vingtaine de trophées ont été décernés à cette 16e édition des Koundé, avec une bonne moisson pour Diko Fils qui remporte le Koundé d'or 2016, ainsi que le Koundé du meilleur featuring et celui de la meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle. Daouda Ouattara, Aruna Mare pour un résumé de cette soirée. Diko Fils remporte l'or au Koundé 2016. L'artiste décroche également le Koundé du meilleur featuring burkinabé et celui de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Il reçoit 2 millions de francs CFA plus d'autres prix en nature. Pour Moulay Diko, ces 3 trophées sont le couronnement d'une dizaine d'années de carrière musicale riche de 5 albums. J'ai plus de responsabilités aujourd'hui encore. Je ne dois plus baisser les bras, je dois toujours travailler pour valoriser la culture au Burkinabé partout dans le monde. Parmi les 2 autres nominés pour le Koundé d'or, Flobi, lui, se console avec le Koundé du public et celui de l'artiste le plus joué en discothèque. Ce sont au total une vingtaine de trophées décernés aux artistes à cette soirée. Une soirée ponctuée de prestations d'artistes et de défilés de mode. Parmi les artistes qu'on a annoncés pour cette édition, il y avait bien sûr Kofi Olomide. Et sachant ce que Papa Wemba représente en Afrique centrale, ce n'était pas donné de pouvoir le faire venir. Je voulais profiter pour lui dire merci et encore rendre un vibrant hommage à Papa Wemba. Pour la marraine, la régularité des Koundé est également le signe de la vitalité de ce rendez-vous culturel dans la promotion de la musique burkinabé. Nous avons eu un très beau spectacle comme d'habitude et je suis heureuse d'avoir pu décerner le Koundé d'or à Diko Fils. C'est une consécration pour lui et je lui prodigue encore tous mes encouragements. Papa Wemba est également ce soir dans les esprits. Le commissariat général des Koundé et Kofi Olomide ont successivement rendu hommage au roi de la rumba congolaise. Ce trophée lui est dédié à titre posthume. Hors de chez nous, 70% des éléphants de forêt qui ont été tués par le braconnage ces 10 dernières années en Afrique. Le Kenya donne l'exemple à travers une crémation record d'ivoire, puisque ce sont au total 105 tonnes d'ivoire qui seront incinérées. C'est le président Uhuru Kenyatta qui allumera ce jour même la torche qui va enflammer la première des 11 pyramides d'ivoire dressées dans le parc national de Nairobi. Un message symbolique pour la protection des animaux. Le Kenya va incinérer 105 tonnes d'ivoire, soit la plus grande crémation jamais réalisée. 11 pyramides d'or blanc sont alignées dans le parc national de Nairobi. Ce samedi midi, un combustible sera injecté par des tuyaux enfouis sous le sol. Il y a des preuves formelles que le braconnage est appuyé par des organisations criminelles, ce qui alimente la corruption, affirme le président kényan Uhuru Kenyatta. Cela empêche totalement nos nations de s'engager de manière significative et durable sur la voie du développement social et économique. Uhuru Kenyatta a appelé cette semaine lors d'un sommet africain à interdire complètement le commerce de l'ivoire. Ces 10 dernières années, en Afrique centrale, 70% des éléphants de forêt ont été tués par des braconniers.
Et pour refermer ce journal, nous vous proposons une lecture croisée de nos hebdos, les hebdomadaires qui fixent l'attention sur les municipales 2016 avec les différents états-majors des partis politiques qui affûtent leurs armes et le décès de Papa Wemba qui suscite hommage à tout venant. La revue de presse des hebdos porte la signature d'Abdoul Rasmane Zongo. Le Burkina sera bientôt en ébullition politique et pour cause, le scrutin du 22 mai prochain, que Gigi qualifie d'avance de municipal de la maturité, prise très au sérieux, selon le journal, par les différents états-majors des partis politiques. La majorité présidentielle, argumente l'hebdomadaire satirique, veut se laisser une marge de manœuvre et les partis d'opposition sont tout aussi déterminés à relever la tête et repenser déjà à 2020. Les Burkinabés eux également attendent patiemment cette date avec l'espoir, selon Gigi, que le plus rien ne sera comme avant, sauf les communes burkinabées de la gestion décriée par le passé sous l'ère Compaoré. En culture, Papa Wemba n'est plus, pleure Gigi, qui le considère comme celui-là qui a, je cite, dépoussiéré la rumba congolaise en y mêlant des instruments électriques et de sonorités rock. Les hommages du monde artistique à Papa Wemba, titre l'Observateur du dimanche, qui nous informe par ailleurs que la 24e édition du festival Jazz à Ouagadougou a ouvert ses portes ce vendredi 29 avril et ce jusqu'au 7 mai